Cette vidéo contient un partenariat avec MyHeritage. Salut, je vous avais parlé il y a 3 ans d'un pari perdu dans une de mes vidéos, un pari de 25 ans. En 1998, le neuroscientifique Christophe Koch parie avec le philosophe David Chalmers qu'on va découvrir d'ici 2023 comment l'activité des neurones génère la conscience. En d'autres termes, comment la conscience émerge du cerveau. Ce pari met en jeu une caisse de vin et surtout l'honneur de toute une vision du monde. Le temps passe, les labos scrutent le cerveau sous toutes les coutures, des millions sont investis en imagerie cérébrale, arrive le verdict en 2023 et résultat, vous le connaissez peut-être, 1-0 pour le philosophe. Koch a dû déjà acheter du vin et concéder sa défaite. Il a offert symboliquement le vin en admettant, je le cite, qu'aucun point de la conscience n'a été trouvé dans le cerveau. Autrement dit, malgré 25 ans de progrès en neurosciences, on ne sait toujours pas vraiment expliquer ce qu'est la conscience. Ce que je vous raconte, c'est passionnant et ça porte un nom, c'est le hard problem, le fameux hard problem, le problème difficile de la conscience formulé par Chalmers dans les années 90. On sait, et quand je dis on, je ne parle pas de moi, je parle des scientifiques, que certaines zones du cerveau s'activent avec nos perceptions ou nos pensées. Ça, c'est OK. Ça, c'est le problème facile. C'est courant aujourd'hui de cartographier les corrélats neuronaux. Quand vous voyez une pomme, il se passe plein de choses dans votre cerveau. Les corrélats neuronaux de la conscience, ce sont justement ces signaux précis qui sont dans votre cerveau et qui vont correspondre au fait que vous percevez cette pomme consciemment et pas juste qu'elle arrive à se refléter contre votre rétine. Mais aucune expérience scientifique n'a encore permis de comprendre comment ces signaux électriques produisent l'expérience subjective, l'expérience du fait que je sais que je suis moi, que je me perçois moi-même, ce sentiment que vous avez vous d'être vous, avec tout un monde intérieur qui va avec. C'est impressionnant qu'on y pense vraiment. Comprendre ce qui fait que vous êtes vous, c'est une question de racines, mais c'est aussi une question d'histoire personnelle. Et justement, avant de poursuivre sur le mystère du cerveau, parlons d'une autre manière de découvrir son identité. Laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo que vous connaissez peut-être déjà, MyHeritage. Et si une simple information sur vos parents pouvait vous mener à plusieurs siècles d'histoire familiale. Le principe est assez simple, vous partez de ce que vous savez déjà et MyHeritage vous aide à remonter le fil. Vous rentrez quelques noms, quelques dates et la plateforme vous propose des pistes à partir de sa base de documents historiques qui contient plus de 36 milliards d'archives. Vraiment, c'est juste incroyable. De mon côté, ça m'a permis par exemple d'identifier des métiers exercés par des membres de ma famille, comme le fait par exemple que mes arrière-grands-parents étaient maçons et couturières dans le Morbihan. J'ai aussi découvert que mon arrière-arrière-grand-mère avait eu 6 enfants, c'est pas mal déjà, et que son mari était menuisier, parce qu'il fallait sûrement construire pas mal de berceaux. En fait, c'est assez déroutant parce qu'on plonge dans un arbre généalogique avec plein d'infos qu'on découvre, comme si on lisait un roman avec plein de personnages, sauf qu'ici, c'est vraiment l'histoire de notre propre famille. D'ailleurs, autre fun fact marrante, j'ai découvert que mon nom de famille a été déformé au fil du temps, passant de Lollicarte jusqu'aux années 1700 à Olicarte, avec un T toujours, puis à Olicard avec un D, la vraie version. Je serais assez curieux de savoir comment votre nom de famille a évolué à vous aussi au fil des siècles. Je pense que vous aussi ça vous rend curieux. Il y a aussi une partie que je trouve sympa, les outils basés sur l'intelligence artificielle pour restaurer ou même animer de vieilles photos de famille. C'est assez troublant de voir reprendre des images qu'on n'avait pas regardées depuis des années comme celle-ci par exemple. Bref, tout ça est accessible aussi bien sur ordinateur que sur mobile avec une interface très simple à prendre en main. Si ça vous parle, vous pouvez découvrir MyHeritage via le lien en description et bénéficier d'un essai gratuit de 14 jours pour découvrir les origines et qui sait les surprises de votre famille. C'est fascinant de voir comment on peut reconstruire notre identité avec le temps, mais revenons à notre cerveau. Parce que si c'est possible aujourd'hui de tracer un arbre généalogique, localiser le siège précis de nos sensations immédiates dans le cerveau, c'est une autre affaire. On peut localiser dans le cerveau la zone du langage, la zone de la vision, mais est-ce qu'on peut vraiment savoir où se niche la douleur, la vraie douleur, la saveur du chocolat, la couleur rouge telle que vous la vivez, parce que peut-être que je ne vois pas le rouge comme vous le voyez, on ne le saura jamais. Tout ça, c'est un mystère total. Le pari Chalmers-Koch, il illustre ça. Finalement, même en 2023, personne ne savait vraiment comment un cerveau matériel pouvait générer un esprit conscient si tant est qu'il le génère. Et c'est encore le cas aujourd'hui en 2026. Si tant est qu'il le génère. C'est-à-dire, est-ce que la conscience est une propriété émergente du cerveau ? Une propriété émergente, c'est quelque chose qui apparaît quand des éléments simples rentrent en interaction ensemble. Alors qu'aucun de ces éléments ne possède cette propriété lorsqu'il est seul. Pour reprendre un exemple d'Albert Moukébert, une molécule d'eau, c'est pas mouillé. 2 molécules d'eau non plus. En fait, la grande question, c'est combien il faut de molécules d'eau pour qu'on se dise « tiens, ça c'est mouillé ».
Parce qu'ensemble, elles donnent quelque chose de mouillant. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais à quel moment précisément, c'est dur à définir. Le fait que l'eau mouille, c'est donc une propriété émergente quand il y a plein de gouttes d'eau ensemble ou quand il y a plein de molécules d'eau. La conscience, ça pourrait être quelque chose comme ça. Pas quelque chose qui mouille, mais un phénomène étrange de la complexité du cerveau. Et c'est là que le doute s'installe. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Les scientifiques ont longtemps cherché le centre de la conscience dans notre tête sans vraiment réussir. Il n'y a pas vraiment de zone dédiée à la conscience. Au contraire, elle semble être diffusée partout et nulle part à la fois. Et récemment, il y a eu un grand projet qui s'appelle Kojigate. Je souris parce que ça me fait penser à Colgate, mais ça n'a rien à voir. Kojigate a opposé deux théories qui s'opposent depuis longtemps pour voir laquelle expliquerait le mieux l'émergence de la conscience. Alors il y a la théorie qui dit que la conscience dépend de l'intégration de l'information dans un réseau de neurones, et l'autre théorie, elle dit que la conscience apparaît quand l'information est diffusée globalement dans le cerveau. Ce qui était génial, c'est qu'ils ont fait une collaboration antagoniste où les deux camps cherchaient à invalider la thèse de l'autre plutôt qu'à prouver la leur. C'est une autre démarche intellectuelle. Sauf qu'aucune des deux théories n'a totalement pu être confirmée ou, du coup, contredite. La réalité, c'est finalement plus complexe que l'une ou l'autre théorie prise seule. Même les meilleures explications matérialistes actuelles piétinent. Le modèle classique où le cerveau fabriquerait de la conscience, comme le foie fabrique de la bile par exemple, est en train de craqueler. Il y a trop de phénomènes observés qui contredisent pour qu'on continue d'y croire aveuglément et sans preuve tangible. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'on n'en sait rien, donc je ne dis rien de spécial, mais on ne peut plus y croire juste par simple automatisme rationnel. Qu'est-ce qui fait douter ? Par exemple, des patients atteints de démence avancée qui, à l'agonie, juste au moment de partir, retrouvent soudainement toute leur lucidité quelques instants juste avant de mourir. Ce phénomène de la lucidité terminale est documenté. J'étais stupéfait quand j'ai découvert que 4 à 10%, selon les études, des malades d'Alzheimer très sévères vivraient une sorte de dernier sursaut de conscience très clair juste avant leur fin. Leur cerveau, pourtant, il est abîmé, organiquement parlant, les neurones y sont détruits. Alors, comment ils peuvent soudain discuter, converser normalement ? Pour la théorie matérialiste, c'est incompréhensible. Il y a une autre anomalie qui doit forcément vous venir à l'esprit normalement. Elle n'est pas simple à appréhender sans passer pour un farfelu. Je parle des expériences dites de mort imminente, les EMI ou les NDE en anglais. Il s'agit donc des personnes en arrêt cardiaque, cliniquement mortes, parfois pendant plusieurs minutes, qui reviennent ensuite à la vie et qui racontent tout un vécu conscient. Donc avec la mémoire de ce vécu conscient. C'est généralement les mêmes choses qui reviennent, comme l'impression de flotter en dehors du corps, des visions de lumière, des souvenirs de leur vie. Parfois, elles décrivent avec plus ou moins de précision ce qui se passait autour d'elles alors que leur EEG cérébral était complètement plat, quand leur cortex ne montrait plus d'activité mesurable. Si c'est le cerveau qui produit l'expérience de moi, l'expérience de la conscience, comment ces patients peuvent avoir des perceptions claires sans aucune fonction cérébrale active? Très dur à expliquer. Enfin impossible, et surtout ça manque quand même de protocoles fiables pour étudier le phénomène malheureusement. C'est basé essentiellement sur des témoignages qui, parfois sont troublants, et parfois pas du tout. Mais si on garde en tête les échecs qu'enchaîne la science à trouver une explication neuronale satisfaisante, alors on est obligé d'admettre que la théorie purement matérialiste est en crise. J'ai lu dans un rapport récent que le modèle productif du cerveau est, je cite, désormais contredit par trop d'anomalies pour être maintenu comme dogme unique. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut pas dire qu'il faut tout jeter des neurosciences, loin de là d'ailleurs, mais de plus en plus de chercheurs osent envisager d'autres pistes carrément vertigineuses pour résoudre le mystère de la conscience. Normalement, maintenant, vous vous posez la question de savoir quelles sont les nouvelles théories qui sont proposées. Il y en a plusieurs. Préparez-vous, il y en a qui vont plus que vous étonner. Moi, ça m'a plus que surpris quand je les ai découvertes. Je fais avec vous le tour d'horizon des idées qui bousculent le paradigme matérialiste. Cette liste n'est pas exhaustive. Il y a d'abord celle du cerveau récepteur. En résumé, cette théorie se demande si plutôt que de penser que notre cerveau est le producteur de la conscience, on ne devrait pas se demander s'il n'est pas plutôt une sorte de radio, une antenne, un récepteur. Cette idée a été soutenue dès le 19e siècle par des philosophes comme William James, et ça refait surface un petit peu en ce moment. Pour ces personnes-là, le cerveau donc fonctionne comme un capteur, donc qui capte évidemment, et qui module une conscience qui serait donc plus vaste, et surtout qui existerait
indépendamment de l'organe et de la matière. Alors ok, mais quand on meurt et que le cerveau se coupe, il se passe quoi? Eh bien, la théorie dit que quand la radio se casse, le signal ne disparaît pas pour autant. Disons juste qu'il n'est plus capté, mais qu'il existerait encore. Ça donnerait un petit sens aux EMI, puisqu'en cas de coma ou de mort clinique, on pourrait dire que le filtre s'ouvre et que la conscience s'élargit au lieu de s'éteindre. Cette théorie de la transmission transforme donc le cerveau de producteur en canal de la conscience. C'est une explication que je trouve hyper audacieuse, mais plusieurs scientifiques commencent à la prendre au sérieux parce qu'elle permet d'expliquer des cas autrement inexplicables. On y reviendra plus tard. Et pour les maladies neurodégénératives, ça serait donc une sorte de radio cassée qui capte mal la conscience qui, elle, serait encore OK. Autre théorie encore plus radicale, le panpsychisme. Alors pour eux, la conscience serait une propriété fondamentale ni du cerveau ni de quoi, de l'univers, comme la gravité par exemple, ou la charge électrique. Au lieu d'émerger miraculeusement à un certain degré de complexité neuronale, la conscience, même infime, je veux dire la toute petite conscience, serait présente partout, donc dans chaque particule, depuis l'origine de l'univers. Et ça s'appelle le panpsychisme. Des philosophes contemporains comme Philippe Goff défendent cette thèse où même un simple électron aurait une sorte de minuscule proto-conscience. L'idée est choquante, mais en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'elle gagnait en ce moment en crédibilité. Je cite Goff qui dit « Il y a 15 ans, le panpsychisme s'était considéré comme quelque chose de risible. Aujourd'hui, c'est pris au sérieux. » Notre cerveau serait alors un point de convergence où la conscience fondamentale de l'univers se regroupe pour former un petit esprit individuel. C'est vertigineux, mais surtout, c'est impossible à prouver. C'est une philosophie. Et cette philosophie a l'avantage de placer la conscience dans le tissu de la réalité plutôt que de la faire surgir de nulle part. Troisième théorie qui mérite d'être citée, celle de la conscience quantique. Alors attention, j'ai lâché le mot quantique. Le mot quantique, c'est souvent le point de départ d'une affirmation, on va dire farfelue, qui voudrait se faire passer pour de la science qu'on ne saurait pas expliquer. Si vous voulez vous en convaincre, je vous recommande vivement la chaîne YouTube de G1000g, vous allez vous marrer. En tout cas, cette théorie est à la frontière de la science dure et de la pure spéculation. Le physicien Sir Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Emhoff proposent que la conscience émerge de processus quantiques au cœur même de nos neurones. Leur théorie, qu'ils appellent ORC-OR, pour Orchestration Objective Reduction, explique que des microstructures neuronales appelées des microtubules seraient le siège d'états quantiques cohérents dont l'effondrement produirait des étincelles de conscience. Dit comme ça, c'est un petit peu abstrait quand même. Il y a pas mal de scientifiques ou de figures de la pensée qui ont ricané, comme la philosophe Patricia Kirkland, qui a comparé cette idée à de la poussière de fée dans les synapses. On voit ce qu'elle veut dire. Le principal argument des sceptiques, c'est de dire que le cerveau serait trop chaud et trop chaotique pour préserver des effets quantiques subtils. Mais les partisans de la théorie ORC-OR tentent de prouver ce qu'ils avancent avec des données. Par exemple, en 2024, Emhoff rapporte que des rats traités avec une substance ciblant les microtubules mettent plus de temps à perdre conscience sous anesthésie. Alors pour eux, ça suggère que ces microtubules jouent bien un rôle dans le fait d'être conscient. L'hypothèse quantique grappille chaque jour un petit peu de terrain, pas beaucoup, mais un peu plus à chaque fois, et on sait déjà que la physique quantique intervient dans la photosynthèse des plantes ou la boussole interne des oiseaux. Alors on se dit, bon ok, pourquoi pas dans nos neurones? Encore une fois, c'est pas prouvé, c'est très controversé, mais cette théorie offre un pont possible entre la matière cérébrale et quelque chose de plus profond dans la réalité. Ça valait le coup d'être cité. Et puis il faut aussi que je vous parle d'une dernière théorie qui va encore plus loin que ça et qui suggère l'idée d'un champ de conscience global auquel on serait tous connectés. L'Institut des sciences noétiques, fondé par l'astronaute Edgar Mitchell, explore depuis des décennies l'idée que l'esprit peut influencer la matière à distance. La noétique, c'est quoi? C'est l'étude de la conscience du point de vue de l'expérience intérieure, donc pas seulement du cerveau. Il existe un projet très intriguant, que j'ai beaucoup de mal à prononcer, donc le voici qui s'affiche. Et ce projet mesure des générateurs de nombres aléatoires à travers le monde. Il aurait détecté des anomalies statistiques lors d'événements mondiaux. Pas n'importe lesquels, par exemple des événements mondiaux chargés en émotions comme le 11 septembre 2001. Comme si la noosphère humaine, c'est-à-dire la noosphère, ce serait l'ensemble de ce que l'humanité pense, sait, imagine et partage, un peu comme dans la série Pluribus, si vous avez vu. Donc comme si la noosphère humaine perturbait physiquement le hasard. Ce champ noétique reste bien sûr complètement spéculatif, mais l'idée
est toujours la même. Est-ce que la conscience est vraiment dans nos têtes? Est-ce qu'elle ne baignerait pas dans l'univers d'une certaine façon? Et qu'en quelque sorte, nos cerveaux y puiseraient quelque chose comme des téléphones qui prendraient de la data sur un réseau. Je suis d'accord avec vous, ça ressemble à de la SF, mais de la SF qui titille quand même le sérieux de quelques labos. Alors tout ça c'est fascinant, mais ça ce sont que des théories. On va s'attaquer maintenant aux faits qu'on a pu observer. La plus grande étude jamais réalisée sur les EMI a été menée par le cardiologue néerlandais Pim van Lommel. Il a publié dans The Lancet les résultats d'une étude où il a suivi 344 patients réanimés après un arrêt cardiaque. Parmi eux, 18% des patients rapportent une expérience de mort imminente. Et je ne parle pas juste d'un délire confus, ce sont des scènes très claires, cohérentes, avec la sensation d'être sortis du corps, d'avoir vu de la lumière et parfois d'avoir observé les médecins s'affairer sur leur propre corps inanimé, donc comme s'ils flottaient un petit peu au-dessus. Fait intriguant, aucun facteur médical, durée de l'arrêt, médicaments pris ou je ne sais quoi, n'explique pourquoi certaines personnes vivent ça et d'autres non. Ce que je veux dire, c'est que si c'était un manque d'oxygène au cerveau, alors tout le monde devrait avoir ce genre d'hallucination. Or, seules quelques personnes en font l'expérience. Von Lommel dit « Le cerveau ne produit pas la conscience, mais il la facilite, il rend possible l'expérience de notre conscience éveillée. » Pour lui, la conscience, donc, c'est non local, et ça pourrait exister sans l'activité cérébrale. Et le cerveau agirait donc comme une interface qui canaliserait, c'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Cette position a été accueillie avec un intérêt par le grand public, un intérêt certain, critiqué par beaucoup de scientifiques matérialistes, mais elle s'appuie quand même sur une étude clinique assez solide qu'on aurait du mal à ignorer complètement, d'autant que c'est qu'un début. Je vous présente le cas de Pam Reynolds. En 1991, Pamela Reynolds, elle a 35 ans, elle est opérée d'un anévrisme géant au cerveau. L'intervention est extrême, on la place en hypothermie profonde, son cœur est arrêté, son cerveau est entièrement inactif. Donc un électroencéphalogramme plat, plus aucune circulation sanguine dans la tête, ses yeux sont fermés et bandés, il y a des écouteurs qui diffusent un bruit blanc assourdissant pour vérifier l'absence de réponse auditive. En gros, il n'y a plus rien qui peut parvenir à son cerveau. Et pourtant, après l'opération, Pam raconte en détail des éléments précis de la chirurgie. Elle décrit par exemple la scie circulaire utilisée pour ouvrir son crâne en disant qu'elle ressemble à une brosse à dents électrique avec une petite encoche. Et c'est la description exacte de la scie Midas Rex qui a été employée ce jour-là. Mais bon, moi je me dis que inconsciemment, elle aurait pu voir quelque part la scie avant de s'endormir justement. Mais elle rapporte aussi une conversation entre les chirurgiens sur la difficulté à trouver une artère, une conversation confirmée ensuite par l'équipe médicale. Elle se souvient même qu'on a passé la chanson Hotel California pendant qu'il l'a réanimée. C'est un détail également qui a été vérifié. En théorie, Pamela, elle n'entendait plus, elle voyait plus, elle avait plus d'activité cérébrale pour comprendre, analyser ou mémoriser, et ça pendant toute l'opération. Le neurochirurgien, le docteur Robert Spetzler, qui supervisait l'opération, va dire plus tard, d'un point de vue scientifique, je n'ai absolument aucune explication sur comment cela a pu se produire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça, c'est un des cas les plus frappants dans tout ce qu'on peut lire dans la littérature documentée des EMI, et il pose la question de savoir comment la conscience de Pam a pu percevoir et mémoriser une scène depuis l'extérieur, alors que son cerveau était off. Malheureusement, le protocole était bien trop léger pour qu'on soit sûr de quoi que ce soit. Pam Reynolds, c'est pas un cas isolé. Des médecins comme le Dr Sam Parnia à New York mènent des études rigoureuses, par exemple au projet Aware, si ça vous intéresse de faire des recherches dessus, pour traquer les sorties de corps durant les arrêts cardiaques. Des images secrètes ont même été placées en hauteur dans des salles d'hôpital que seuls des patients qui flotteraient comme ça dans les airs sous je sais pas quelle forme pourraient voir. Les résultats de l'étude Aware sont extrêmement mitigés pour le moment. Un peu intriguant quand même, sur plus de 100 survivants interrogés, quelques-uns ont rapporté des observations vérifiables, comme la description exacte de l'équipe de réanimation alors qu'ils n'avaient plus de pouls. Bon, pas grand-chose du côté des dessins cachés malheureusement. Mais plus récemment, en 2023, Parnia a publié une seconde étude montrant que 40% des patients en arrêt cardiaque présentaient des signes d'activité mentale durant leur réanimation, alors même que les appareils n'enregistrent plus rien de conscient. Ça, c'est intéressant. Dans certains cas, des ondes cérébrales inhabituelles réapparaissent jusqu'à 1 heure après l'arrêt cardiaque, bien au-delà de la fenêtre des quelques minutes jugées fatales pour le cerveau. Parnia conclut, de manière prudente d'ailleurs, il y a des réserves, que ces expériences lucides au seuil de la mort ne peuvent pas être considérées comme le produit d'un cerveau mourant désordonné, mais plutôt comme une expérience humaine unique, propre au seuil de la mort. En gros, il dit que c'est pas juste un bug du cerveau qui meurt, c'est autre chose qu'on comprend pas encore. Vous voulez un autre cas? Il y en a un autre
emblématique, celui du docteur Eben Alexander, le rhinochirurgien qui a vu lui-même l'au-delà. C'est pas mal, son histoire elle a fait la une du Newsweek parce qu'elle contient un twist de fou, puisqu'Alexander était un neurochirurgien brillant et surtout un sceptique total, accompli, qui défendait bec et ongles le fait que les EMI n'existent pas. Pour lui, c'était des récits, des hallucinations, jusqu'au jour où lui-même a basculé de l'autre côté. En 2008, il est frappé par une méningite foudroyante qui le plonge dans un coma profond. Pendant 7 jours, ses collègues estiment que son cortex est hors service. Contre toute attente, il sort vivant de son coma, sans séquelles, et là, il affirme avoir vécu une expérience de conscience totalement séparée de son corps. Un voyage qu'il va décrire comme plus réel que la réalité dans un lieu spectaculaire, peuplé de nuées de papillons et de présences bienveillantes. Eben Alexander, l'homme de science cartésien, est maintenant persuadé d'avoir entrevu un au-delà de la conscience. Il a même publié un livre, ça s'appelle Proof of Heaven, c'est la preuve du paradis en français, qui est devenu un best-seller. La communauté scientifique, vous vous en doutez, n'est pas vraiment unanime par ça. D'un autre côté, il y a des figures comme le docteur Raymond Moody, c'est un des pionniers des études sur les EMI, qui déclare que c'est la plus renversante NDE qu'il ait jamais entendue en 40 ans. Et de l'autre côté, il y a les sceptiques qui font les gros titres en démontant toute l'histoire. Par exemple, il y a des journalistes qui ont fouillé son dossier médical et qui ont quand même suggéré que son cerveau n'était peut-être pas autant à l'arrêt qu'il le dit. On fait aussi remarquer que ces visions présentent des similitudes avec les effets de certaines drogues hallucinogènes, comme la DMT ou l'ayahuasca qu'on prend des fois pour des rituels chamaniques. Bref, le cas divise, mais je trouve que ça méritait que je vous en parle. Quoi qu'il en soit, voir un neurochirurgien de Harvard qui bascule du côté mystique, ça a frappé les esprits. Ça a montré que même ceux qui connaissent le mieux le cerveau peuvent vivre des choses qui défient, en tout cas pour le moment, leur propre compréhension. Voilà ce qu'on a, c'est un petit tour d'horizon, c'est pas exhaustif, mais on a surtout des témoignages qui sont donc pas des preuves, en tout cas pas des preuves scientifiques standards de conscience en dehors du cerveau. Chaque cas peut être individuellement contesté, peut-être y restait un brin d'activité cérébrale non détecté, peut-être que la mémoire reconstruit a posteriori des événements avec l'aide d'indices entendus inconsciemment. J'ai envie de rajouter qu'il y a même un possible biais de publication. On parle beaucoup des EMI incroyables confirmés, mais pas de celles où il se passe rien. Pourtant, c'est majoritaire. Vous le savez, la science, elle demande des données reproductibles. Et par nature, ces expériences sont spontanées et imprévisibles. Il n'y a aucun laboratoire qui peut provoquer à volonté une EMI pour vérifier. Cependant, l'accumulation de ces cas troublants, documentés par des médecins intègres, commence à peser sur notre recherche de compréhension de la conscience. En tout cas, ils ouvrent une brèche dans laquelle s'engouffrent justement les théories alternatives qu'on a vues précédemment, et puis il y en a d'autres. Si même une seule de ces histoires reflète une réalité, alors ça signifie que notre modèle actuel est incomplet au possible. Et c'est précisément ce qui pousse certains chercheurs à douter, à regarder en dehors du cerveau pour expliquer la conscience. Peut-être on est à l'aube d'un changement de paradigme majeur, d'une révolution de la compréhension de la conscience. C'est possible ou pas du tout. Les années à venir verront sans doute se multiplier des études sur ces sujets qui étaient un peu tabous jusque-là. Il y a déjà des congrès entiers qui sont consacrés et ça peut peut-être augmenter. Et puis j'ai envie de vous dire, peu importe que la réponse soit matérialiste ou plutôt noétique, ce serait incroyable dans tous les cas de comprendre d'où et comment naît la conscience. Dans tous les cas, ce serait intéressant. Pour le moment, c'est prématuré d'oser faire une conclusion tranchée. Peut-être en plus qu'on découvrira demain un mécanisme cérébral qui existe tout et qui referme la parenthèse mystique. Peut-être qu'au contraire, on va trouver des nouvelles preuves que l'esprit n'est pas lié au cerveau et c'était une théorie qu'on n'avait même pas abordée. En attendant, je trouve ça très stimulant de contempler l'idée que la conscience est peut-être plus fondamentale finalement que la matière. Que la question d'où vient ma conscience, c'est peut-être même une mauvaise question. Elle vient peut-être de nulle part. Ce qui voudrait dire qu'elle l'est, tout simplement. Et merci encore à MyHeritage, je vous laisse découvrir leur service via le lien en description et bénéficier de 14 jours offerts. Je serais curieux de voir quels avis se dégageront dans les commentaires. Est-ce que ce sera plutôt matérialiste ou plutôt noétique? Dans tous les cas, discutez calmement si vous discutez dans les commentaires. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.